Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités. Bref, c'est promis, comme toujours, le seul podcast automobile au monde qui ne met pas de super samplon dans ses cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Alors à cet instant précis, vous devriez en fait entendre la douce voix de mon camarade et acolyte Thomas Degois, mais qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais pour deux très bonnes raisons. La première d'abord, c'est qu'il vit en ce moment dans ce qu'on pourrait appeler l'expectative d'une paternité imminente, mais surtout, pour la première fois, Les Doigts dans la Prise n'est pas enregistré en studio à Paris. Et ouais, nous sommes à Dijon. Alors pourquoi à Dijon ? Il y a plein de bonnes raisons de venir à Dijon, mais cette semaine, il y en a une meilleure que les autres. C'est que nous sommes ici pour un événement, pour la première journée du club des possesseurs de Tesla en France, le Tesla Owners Club. On en parlera évidemment avec son président, mais aussi avec beaucoup de personnes présentes ici. Ça va nous faire un sommaire assez chargé. Et alors, puisque Thomas est excusé, à mes côtés, Didier Pulicani de Mac Forever. Salut Didier. Mais salut Cédric, ça me fait plaisir d'être là, écoute. Tu vois, et puis de se voir en vrai, un truc qui n'arrive jamais. Mais oui. Parce qu'on va s'avouer les choses, tu es résident suisse. Exactement, ouais, depuis quelques années, du coup, loin de Paris, tu vois, loin de tout le tracas parisien. Je voulais d'abord qu'on passe en revue, avant de se parler de l'événement, avant de se parler de ce qui se passe ici, et puis de parler à certains des acteurs de l'industrie de la voiture électrique qui sont avec nous ce week-end à Dijon. Je voulais qu'on se parle de l'actualité, parce que l'actualité, il y en a beaucoup. On va peut-être commencer par les chiffres. 240 000 Tesla. Alors ça va être très Tesla aujourd'hui parce qu'évidemment on est au milieu d'un club de possesseurs de Tesla, donc je vais vous parler un peu moins de Porsche. 240 000 Tesla vendus dans le monde au troisième trimestre. C'est un record, mais c'est un record que l'on retrouve finalement partout parce que je voyais sur le remarquable site Mac Forever, évidemment, il s'est vendu en France en septembre 18 000 voitures électriques, plus 11 000 hybrides rechargeables. Là aussi c'est un record. Ouais, c'est assez fabuleux. Et en fait, quand tu regardes la progression même d'une année sur l'autre, on est sur du 2 chiffres bien presque 3, tu vois. C'est assez impressionnant. Et moi, je me faisais la remarque même cet été, tu vois. Cet été, toi, tu t'es baladé en voiture électrique, moi aussi. Et les petites bornes de village, tu sais qu'avant, on se disait « Ah, cool, je vais pouvoir me garer là ». C'est fini, Cédric. Elles sont toutes prises. Alors, pas seulement par des électriques, il y a aussi l'hybride rechargeable, hein, qui est la moitié à peu près de tes 18 000 ventes. Ouais. Mais quand même, ça veut dire 10 000 électriques. C'est quand même pas mal. Écoute, en termes de part de marché, ça devient assez impressionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des modèles, il y a aussi des prix un petit peu en baisse, même si les primes baissent aussi. Et on voit un vrai engouement pour les gens. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Tu as vu le prix des malus maintenant ? Ah oui, sur les voitures thermiques, tu veux dire ? Eh oui. Ah oui, non, mais là, ça devient impossible. Enfin, ça devient, ingérable d'acheter une voiture un peu puissante. Tu veux 450 chevaux, tu n'as plus le choix, il faut acheter une Tesla. Et ben voilà, tu vois, finalement, la vie est simple. Et ces courbes, elles vont pas s'inverser dans les mois à venir. Je voyais un chiffre cette semaine qui est sorti. Il sort en ce moment des lignes de l'usine Tesla à Shanghai, entre la Model 3 et la Model Y, parce que c'est les deux modèles qui produisent. C'est d'ailleurs ce qu'ils exportent chez nous. Il se produit 18 000 voitures par semaine. Je vais répéter ce chiffre. 18 000 voitures par semaine. Tu fais 18 000 fois 50. Non, 16 000 ou 18 000 16 000, pardon, 16 400 si mes souvenirs sont bons. Tu multiplies par 50, ça fait 800 000 voitures. 800 000 voitures, c'est massif. Et surtout, ça va se massifier encore avec ce week-end en ce moment. Alors que nous, on est à Dijon, on n'est peut-être pas au bon endroit. On est avec plein de gens charmants, mais on aurait dû être à Berlin pour l'ouverture de la Gigafactory. Pour la Gigafest ? La Gigafest, oui, parce que ça y est, il y a un compte Twitter qui te permet de suivre le jet privé d'Elon Musk. Et en gros, tu reçois un tweet à chaque fois que l'avion décolle ou atterrit. Et il décolle ou il atterrit énormément. Et là, cette semaine, il a décollé pour aller à Berlin parce qu'il a invité les Berlinois et les gens de la région de Brandebourg à une espèce de grande fête foraine pour aller fêter l'ouverture de la Gigafactory. On n'a pas encore idée des chiffres de production qu'on peut attendre, mais on susurre que c'est comparable à Shanghai. C'est-à-dire qu'ils sont sur un rythme où ils vont dépasser le million de voitures vendues, on ne parle pas juste de produites, dans l'année à venir, et où ils pourraient passer les 2 millions sous 24 mois. Et là, moi, j'ai toujours ce souvenir, souviens-toi, quand il y avait, avant la Model 3, avant tout ça, quand on disait, ah ouais, Tesla, c'est chouette, ouais, c'est rigolo, la Model S, ouais, c'est bien, ah oui, c'est bon, c'est une voiture de dentiste, mais c'est une chouette voiture. Bon, en même temps, le jour où les vrais constructeurs vont s'y mettre, vous allez voir ce que vous allez voir. Et moi, j'étais frappé, je crois que c'était en juin, de voir que la Model 3 était la seconde voiture, toute motorisation confondue, vendue en Europe. Il n'y avait plus que, je crois, la Volkswagen Golf qui était au-dessus.
Mais même chez Volkswagen, on voit bien que, enfin, ils commencent à voir les courbes, les chiffres et puis aussi les prix. Et il y a eu il y a 2 semaines une sorte de réunion de crise chez Volkswagen avec le PDG Herbert Diess qui avait en gros ses 120 lieutenants autour de lui dans une usine, je ne sais plus laquelle, et qui leur a dit, je vous le résume en 3 mots, mais en gros on est dans la merde. Non seulement on a un problème sur le rythme de l'innovation et ça il faut le rattraper, mais on a probablement les capacités pour le faire, mais on a un problème de rentabilité parce que là où il suffit à Tesla de 10 heures pour sortir une Model 3, il nous en faut 30 pour sortir une ID3. En gros, il faut tout reprendre du début. Et tu sens la panique chez les autres constructeurs ? Ouais. D'ailleurs, quand tu regardes les chiffres de l'ID3, ils en ont donné un petit peu cette semaine. Alors, de mémoire, je crois que c'était 144 000 dans toute l'Europe. Ce qui est pas mal. Alors, c'est pas mal pour Volkswagen, parce qu'ils ont quand même réussi à peu près leur pari. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, les chiffres de Tesla où on rigolait il y a encore quelques années... Alors, on rigolait pas, mais ça restait un épiphénomène rapporté au marché automobile global, quoi. Surtout quand tu regardes la capitalisation boursière, on se disait qu'ils n'ont pas l'outil industriel, ils peuvent pas scaler. Voilà, niveau finance, c'est pas le top. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne au monde qui se moque de Tesla. C'est difficile, la valorisation boursière de Tesla, c'est celle de tout le marché automobile réuni, à peu de choses près. Donc forcément, je comprends que ça inquiète un peu. On en parlera tout à l'heure, on aura quelqu'un de chez Michelin qui va venir nous expliquer, et d'ailleurs il rentre dans cette pièce à l'instant où qui va venir nous expliquer, d'un côté, c'est quoi un pneu imaginé spécifiquement pour la voiture électrique, mais en plus, et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler aux constructeurs, il faut parler aux équipementiers, parce qu'eux, ils savent vraiment tout, parce qu'ils ont une vue globale sur le marché, et il va peut-être nous parler un peu du marché chinois où il se passe des trucs absolument ahurissants. Bien, qu'est-ce que je voulais qu'on se raconte d'autre ? On va se parler de ce qui nous amène ici. Bonjour Cyril Touchet. Bonjour. C'est un plaisir. Merci d'abord pour l'invitation, parce que pour moi c'est une vraie découverte. Je ne connaissais du Tesla Owners Club que le groupe Facebook, qui est en gros le groupe Facebook où se retrouvent non seulement tous les gens qui ont une Tesla en France, mais aussi plein de gens qui ont une voiture électrique ou qui se posent la question. Parce qu'en fait, et on le voit d'ailleurs dans le temps, les posts qui reviennent le plus souvent, c'est des gens qui sont à la lisière de sauter le pas et qui se posent des dernières questions sur la recharge, l'autonomie, la batterie, le truc, quel modèle, etc. Mais le club, il date pas d'hier en fait. Le club lui-même, en tant qu'association constituée, démarre en mars de cette année. Donc c'est quand même très récent. Mais le club avant, enfin, je veux dire, le groupe Facebook, lui, il est bien moins récent que ça, non ? Oui, le groupe Facebook, lui, date de 2013 à l'origine. Alors, qui s'inscrit dans un club d'utilisateurs ? À quoi ça sert ? Principalement parce que ce sont des gens en effet qui sont déjà passés par les groupes Facebook, donc qui ont eu réponse à la plupart de leurs questions. Ils ont passé le pas. Et on a quand même une population de gens qui se découvrent une passion, je pense, pour la voiture électrique et Tesla en particulier. J'ai été marqué par des témoignages d'adhérents qui expliquaient qu'avant, ils n'étaient absolument pas fans de voitures. C'était pas des bagnolards, c'était pas quelque chose qui les intéressait fondamentalement. Ils pouvaient tout à fait trouver sympa de se déplacer en Fiat Multipla parce que c'était utilitaire. Là, vous poussez le bouchon un peu loin quand même. mais voilà, ils n'étaient pas du tout passionnés. Et le fait de passer à Tesla, c'est une sorte de révélation, alors pour des raisons certaines fois écologiques, certaines fois de plaisir de conduite, de dynamisme, de performance, mais il y a des populations différentes qui viennent, et certains qui n'étaient pas du tout voiture, mais une fois qu'ils ont la Tesla, ils se reconnaissent dans cette communauté. C'est intéressant. Et donc ils adhèrent à l'association pour qu'on puisse organiser des choses ensemble. Alors j'ai vu assez régulièrement sur le groupe des petites, on appelait ça des concentrations pour les gens qui avaient des motos, des petites réunions de propriétaires de Tesla qui disaient tiens on va aller déjeuner dans un château chouette samedi, venez nombreux. Mais c'est la première fois que vous faites un événement national. Oui, tout à fait. On a fait, depuis que le Covid nous le permet, depuis début juillet, il y a eu quand même une quinzaine d'événements régionaux. Et c'est la première, on va dire, grande cérémonie nationale où, pour le coup, là, on convie tout le monde dans une opération de plus grande envergure. Et donc, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que je n'ai pas détaillé où nous sommes exactement. J'ai dit Dijon, mais c'est vaste, Dijon. Nous sommes chez Auto Racing. En fait, nous sommes sur une ancienne base aérienne, la fameuse BA102 de Dijon, qui a délaissé tous les bâtiments et les pistes.
Et justement, c'est les pistes qui nous intéressent parce que ça a été repris par une entreprise qui s'appelle Autoracing, un endroit où vous pouvez venir faire du drag race, passer votre voiture au banc. Enfin, là, pour le coup, un vrai truc de bagnolard, mais terrible. Enfin, les bagnolards au stade terminal, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, c'est intéressant parce que donc, durant toute cette journée, il y a des gens qui font du drag race. Alors, Tesla contre Tesla, mais aussi Tesla contre certaines des Porsche de piste, ou voire même une Formule Renault. Oui, une Formule Renault aujourd'hui. En démarrage ou en 400 mètres arrêté ou... Non, en départ lancé. Départ lancé. L'embrayage de la Renault coûte très cher et souffrirait beaucoup trop à faire des départs arrêtés, donc c'est en lancé. Oui. Et c'est intéressant de voir la population des gens qui viennent ici, qui, pour l'essentiel, de fait, ne sont pas des gens qui ont une culture automobile de vieille de 30 ans, etc., mais qui se découvrent cette passion. Vous l'expliquez comment ? Difficile parce qu'il y a cette expérience, on rentre dans un monde différent. Donc on est habitué à la voiture, on est tous habitués à la voiture thermique depuis très longtemps, évidemment, et on passe dans un autre monde avec des sensations différentes, en général bien plus agréables. C'est ce qui motive, je pense, et cet attrait de la performance où on sent qu'on a quand même un véhicule qui en a sous le pied. Et donc, bien entendu, sur route ouverte, la plupart des adhérents sont des gens raisonnables. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir voir ce que ça fait réellement, de mettre le pied dedans sur 400 mètres et d'arriver à des vitesses en bout de ligne droite absolument pas autorisées en France. Évidemment. Moi, je suis impressionné par le nombre de personnes, par exemple, qui participent dans le groupe Facebook. Ils sont combien Je crois qu'on est 13 000 sur le groupe national. Et après, il y a tous les groupes régionaux aussi qui sont plus proches, bien entendu, des membres en étant régional. Donc on a une galaxie comme ça qui couvre un petit peu tous les besoins, parce que le groupe national est très générique, on va dire. Les groupes régionaux sont bien plus orientés sur les adhérents et les gens intéressés du territoire. Alors j'imagine que les gens qui viennent ici viennent, peut-être pour aller faire un tour sur le circuit, mais aussi pour découvrir leurs congénères, échanger des informations, rencontrer l'écosystème. Si je devais, l'écosystème ici, vous avez des partenaires, sponsors, exposants, alors qui ont tous un rapport avec la voiture électrique évidemment, mais que ce soit, alors il y a Michelin, on en reparlera tout à l'heure. Il y a des installateurs de panneaux solaires, il y a ChargeMap qu'on ne présente plus, il y a etc. Cet écosystème, il grandit ? Oui, il grandit. On a cette surprise, finalement, en étant une toute jeune association, d'intéresser de plus en plus de partenaires. Bien entendu, Michelin a été un des points importants qui est arrivé, mais quand on a eu aussi Barry, dont on a parlé. Dont on va reparler, bien sûr. Drivelec au niveau assurance, avec des assureurs qui s'intéressent à l'électrique et qui développent des produits adaptés comme cela. Donc on a en effet su finalement approcher et intéresser ces acteurs du marché qui sont venus nous rejoindre. Et en effet, les adhérents, pour eux, c'est l'occasion de leur poser des questions en direct. Oui. Parce qu'il y a plein de choses nouvelles dans l'électrique. Donc bien entendu, c'est une population de gens qui ont besoin d'échanger sur des problématiques, sur des astuces, sur des choses. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la force du club et son succès, c'est que c'est nouveau. Donc, ce qui dit nouveau dit beaucoup de questions à répondre. Et par les partenariats ou ces congénères dans le club, on obtient toutes sortes d'informations. Puis, c'est pas seulement nouveau, à mon sens. C'est nouveau, mais c'est aussi un rythme de l'innovation qui n'est pas celui qu'on connaissait dans l'automobile jusqu'alors. C'est-à-dire que la voiture que vous achetez aujourd'hui n'est pas la même que vous auriez achetée il y a 2 ans. Et même la voiture que vous avez achetée il y a 2 ans, elle n'est plus exactement la même aujourd'hui, du fait des mises à jour et du reste. Donc, on est sur un rythme de l'innovation qui rappelle plus le smartphone que l'automobile. Oui, tout à fait. Les mises à jour sont toujours l'objet d'énormément d'échanges sur les groupes Facebook principalement ou sur le forum du club. On a aussi un forum privé, une partie privée, une partie publique. Mais vous avez un forum privé ? Et oui. Que s'y passe-t-il ? Que s'y passe-t-il ? Nous échangeons des informations rien que pour nous. Non, c'est principalement un endroit qui peut être plus apaisé aussi que Facebook, bien entendu, quand on est entre adhérents. Donc ça nous permet d'échanger et de garder trace aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie publique qui peut être référencée Google. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un pose une question, Tesla, problème, chauffe-hiver ou je ne sais quoi, les choses habituelles qui reviennent, il va pouvoir tomber sur un article ou un post d'un de nos adhérents qui est en partie publique. Ça, c'est quand même pratique pour les gens pour trouver de l'information utilisateur. Question idiote, pourquoi est-ce qu'on rejoint le club ? Parce que, alors, c'est pas d'abord, autant évidemment le groupe Facebook, n'importe qui peut y accéder, mais adhérer au club, c'est payant. Oui, tout à fait. C'est une association ? C'est une association, loi 1901, qui est payante,
qui est donc reconnue association officielle par Tesla. Il y a un programme mondial Tesla qui s'appelle le Tesla Owner Club, programme où chaque pays a des associations qui sont référencées, ce qui nous permet d'avoir, comme aujourd'hui par exemple la présence de Tesla France pour des essais de modèle Y, les rangers qui font des opérations sur les voitures. Ah, c'était donc ça, parce que c'est rare de voir un capot de Tesla ouvert. Donc, c'était des rangers qui faisaient des petites réparations. Tout à fait. On a eu aujourd'hui 20 interventions de rangers sur des voitures de gens qui sont venus. On leur a dit, voilà, c'est l'occasion, si vous avez quelque chose à faire sur la voiture, inscrivez-vous et voilà. Donc on a ce soutien parce qu'on est club officiel. D'accord. Donc ça c'est pratique. Et après oui, il y a une cotisation évidemment. Nos partenaires aussi nous aident dans les financements par de la dotation ou par des financements pour organiser justement tout ça. C'est-à-dire qu'on va en plus, on organise en région souvent des rassemblements qui sont ouverts à tout propriétaire. Par contre, l'adhérent, lui, va avoir un avantage particulier. Il aura peut-être le repas gratuit ou l'activité avec une réduction, parce qu'il y aura une aide du club national. Donc voilà la différence principale, plus l'accès à tous les partenariats qu'on peut avoir et réductions. Donc là, c'est là la promesse, c'est pas juste d'avoir une jolie carte métallique qu'on peut mettre sous son pare-brise. Exactement. La carte a beau être très belle, hein, on est content du résultat. Oui, c'est pas juste avoir cette belle carte qui est sur son pare-brise ou dans son portefeuille. Il y a quand même des avantages et puis aussi de refaire des rassemblements locaux plus régulièrement aussi. Ça te permet d'avoir cette puissance de force, cette force de frappe. Combien de membres aujourd'hui ? 650 depuis mars, ce qui est au-delà quand même de toutes nos espérances. On n'imaginait pas. Faites un effort, il s'est vendu 18 000 Model 3 depuis le début de l'année. C'est vrai que notre taux de pénétration est assez faible au final. Mais est-ce que d'ailleurs vous voyez cette courbe-là aussi se répéter sur les nouveaux adhérents ? Comme on a débuté qu'en mars, c'était à peu près au moment aussi où les SR+ sont arrivés avec le tarif défiant toute concurrence. Donc c'est un peu difficile de tirer un parallèle entre les immatriculations et voilà une existence récente de notre association qui au début on était un beau site web issu de ce groupe Facebook. Mais on n'avait pas de concret. C'est quand on a commencé à pouvoir livrer des cartes, livrer les kits de goodies et pouvoir enfin faire des rassemblements au mois J'ai vu, ils ont tous la casquette. D'un seul coup, voilà. C'est parti vraiment, je pense, là il y a eu une forte augmentation à partir de juillet, au moment où on a eu soudainement dans toutes les régions des rassemblements qui se sont faits, c'était du concret. D'accord. En fait, quand on vient ici, on a l'impression que c'est l'association des possesseurs de casquettes. Ils ont tous la même. Tu sais, Cédric, ça me rappelle un peu les débuts d'Apple. Toi qui as vécu tout ça, où il y avait les Apple User Group. Les débuts d'Apple, j'étais quand même vraiment pas fier. Les tout débuts. D'accord, pas l'Apple 1, 76. Non, mais quand le Mac est arrivé, et on avait tous ces gens comme ça qui avaient l'impression de faire partie du futur, qui se retrouvaient entre eux comme ça, qui créaient des groupes d'utilisateurs. Et rappelle-toi, Apple avait soutenu des Apple User Group pendant des années. Ah oui, ça se faisait beaucoup. Voilà. Bien sûr. Et comme ça, exactement, il y avait des petits événements. Et effectivement, les gens étaient ravis déjà de s'entraider, parce qu'ils étaient quand même pas si nombreux. Tesla, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs il y a encore quelques années. Et là, c'est vrai que c'est le gros Big Bang. Donc, vous êtes un petit peu à l'apogée. Et c'est le moment de monter des choses comme ça. Et après, voilà, quand Tesla sera le maître du monde, il n'y aura plus besoin de tout ça. Malheureusement, mais je pense que ça va être un peu la finalité. Mais là, on est vraiment dans le moment où on a envie de ça, en fait. On a envie de retrouver des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes envies. Et ça me rappelle un peu les débuts. Dès qu'il y a une petite révolution un peu industrielle, technique, technologique, il y a ce côté, ce qu'on appelle geek aujourd'hui, qui est un espèce de mot valise, mais qui attire toutes ces populations qui ont l'impression de faire partie du futur. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, je pense qu'il y a chez certains membres, surtout ceux qui étaient là depuis le début, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, avaient investi dans une Model S ou une Model X entre 2013 et 2015, eux ont légitimement, ils devraient avoir une casquette différente, d'une couleur marquée pionnier, enfin un truc, voilà. Et du coup, on ressent bien quand même dans les discussions, dans les forums, etc., c'est pas une querelle, mais il y a un fossé entre les anciens et les modernes, j'ai envie de dire. Parce que les anciens, évidemment, quand vous voyez arriver des questions en disant « Bon, alors, donc, je fais 120 km tous les jours, est-ce que vous pensez que vraiment ça... » Et tout le monde a genre « Chérie, mais tu es le 72e à poser la question cette semaine, regarde un peu dans les archives. » Mais pour autant, il y a quand même encore beaucoup d'entraide. Et beaucoup de conseils, et beaucoup de gens qui s'appuient sur une expérience personnelle en disant « Alors moi je t'explique, moi je charge, t'emmerdes pas avec une wallbox, regarde, tu charges avec une prise normale, finalement tes 60 km par jour, c'est rien, etc. etc. » Oui, il reste de l'entraide. Quelquefois,
Il y a quelques personnes qui peuvent manifester un peu d'agacement face au retour toujours des questions, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer. C'est toute une grosse équipe de modération aussi sur ce genre de groupe à plus de 13 000 personnes. Il faut évidemment pouvoir modérer au mieux en essayant de ne pas censurer tout en calmant le jeu sur ces questions-là. Mais l'entraide reste beaucoup et c'est pour ça aussi sur le site du club, on a créé un guide du débutant en fait. On a repris toutes ces questions-là, l'hiver, les pneus. Donc on a vraiment scanné ça par un retour utilisateur. Et souvent, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on poste le lien vers l'article correspondant aux gens qui se posent la question. Et ça permet d'avoir une réponse qui est bien structurée. Et parce qu'on est conscient de ça, les voitures sont neuves, sont nouvelles, les technologies sont différentes. Les gens lisent pas toujours les modes d'emploi. Est-ce qu'il manque pas un peu des sites ? Alors je sais qu'il y a plein de chaînes YouTube et tout, mais c'est un peu désordonné, chacun fait un peu ça dans son coin. Mais tu vois, pour faire le parallèle avec Apple, parce que c'est un peu mon domaine, mais au début, nous on avait commencé avec des groupes comme ça, et puis on a monté des sites. Et justement, est-ce que la finalité serait pas de faire une espèce de Tesla Forever, ou je sais pas comment tu veux l'appeler, mais qui centraliserait vraiment l'actu purement Tesla pour tous ceux qui ont des Tesla. En France, il n'y a pas tellement, enfin il y a un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Ouais, une sorte de site qui agrège un petit peu toute cette galaxie en effet de youtubeurs, d'informations, de sites. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, alors c'est vrai j'ai pas vraiment encore regardé ça avec les gens du club en disant comment on peut agréger un petit peu ça. Faut pas non plus qu'on se considère un peu omniscient et devant tout couvrir, etc. Je pense qu'il y a la place pour plein de gens différents et plein de sensibilités différentes. Mais déjà, voilà, nous on a regroupé un peu nos expériences utilisateurs dans ce guide du débutant. On essaie de le partager, de le mettre à disposition de qui veut l'utiliser. On doit le faire évoluer parce que à cause ou grâce à Tesla, ça évolue tout le temps. Il faut qu'on mette à jour souvent. Mais moi, je suis ahuri parce qu'en fait, vous faites un peu leur travail quand même dans l'ensemble. Hein. Oui, ça c'est un gros point. Et Tesla a ce luxe aujourd'hui, il peut se permettre de pas trop faire d'efforts dans la vente, dans l'explication, parce que alors ses clients d'origine étaient plutôt geeks, un peu technologiques, à aller chercher l'information par eux-mêmes sur Internet ou chez les youtubeurs. Et puis s'appuyant sur une communauté forte qui partage sa passion. Enfin, il suffit un client, quelqu'un qui est intéressé par Tesla, il suffit qu'il aille sur un superchargeur et qu'il discute avec les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui vont en général vendre et faire ce D'ailleurs, il y avait un système de parrainage qu'ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps. Où ça c'est la grosse un utilisateur. Ils ont été très généreux là-dessus, parce qu'ils t'offraient donc des kilomètres gratuits si tu présentais... Des kilomètres de recharge gratuite. Voilà. Et si tu arrivais à faire acheter une Tesla à quelqu'un, mais c'était un moyen, tu vois, d'économiser, parce que Tesla fait aucune pub télé. Non, rien. Donc ils économisent là-dessus, mais par contre le bouche à oreille est énorme derrière, et ils avaient tous ces systèmes un peu de youtubeurs qui mettaient leur code de parrainage tout le temps, mais du coup qui produisaient de la vidéo pour récupérer leurs kilomètres gratuits. Ouais, et c'est devenu un peu... Mais alors c'est amusant parce que de fait, je pense qu'il y avait un côté totalement légitime à ça, parce qu'il y avait cette espèce de réseau d'entraide, et puis c'est un marché qui est basé sur la capillarité, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a pris le volant, on comprend, et c'est difficile de revenir en arrière, même parfois dans sa tête. Et moi je sais parce que longtemps j'ai emprunté des Tesla chez Tesla pour faire des sujets, des vidéos, etc. Charles, si tu nous écoutes. Et à chaque fois je me souviens de rapporter la voiture à Chambourcy et reprendre sur le parking de Tesla ma voiture à moi qui faisait tâche, qui était le plus souvent une Volkswagen, même diesel souvent, et là quand même cette impression assez prégnante de redémarrer un tracteur Massey Ferguson. Et donc ils sont longtemps appuyés sur la communauté. Du coup il y avait ce petit bonus, parce que 1500 km de recharge c'est sympa, mais c'est pas le bout du monde. Je crois qu'ils l'ont valorisé eux-mêmes, c'est 50 ou $100, ce qui est rapporté au prix de la voiture est pas dingue. Mais il fut un temps où le programme de parrainage était d'une remarquable générosité. C'est d'ailleurs pas que des miles, c'est-à-dire que on disait par exemple si vous sponsorisez, je sais plus, c'était 3 ou 4 personnes, on vous offre des jantes, enfin il y a plein de choses. Et alors ils ont poussé le bouchon jusqu'au trop loin, c'est-à-dire que ils ont permis aussi d'utiliser, pour les gens qui avaient beaucoup de parrainage, de les utiliser pour avoir des réductions, par exemple pour la précommande du futur Roadster. Ça fait longtemps que c'est le futur Roadster. Mais en gros, si tu avais 55 parrainages, ça te faisait un Roadster gratuit.
Donc j'ai un confrère qui travaille lui dans la presse jeux vidéo aux États-Unis et qui a un podcast mais depuis 6 ans, et lui c'est un gars sérieux donc il le fait toutes les semaines. Ça s'appelle Ride the Lightning et lui il a 2 roadsters en commande. Donc je pense qu'il a un vrai souci parce que d'abord il va falloir qu'il règle $50,000 de taxes par roadster. Bon, enfin c'est un vrai problème de riche là pour le coup. Donc voilà le programme. Alors est-ce que c'est juste une pause en attendant de revenir sous une autre forme, peut-être justement de réduction parce qu'en plus la gamme de ce que Tesla vend leur permet de faire, je sais pas, imaginez que 5 parrainages, moins 10% sur votre toit solaire. Je dis une bêtise, mais pour continuer à l'encourager, bon, ou alors est-ce que c'est terminé pour de vrai, je ne sais pas. En même temps, j'ai l'impression que c'est plus trop nécessaire. Enfin, je vois le nombre de gens... faut dire que ça se vend tout seul, là, voilà. quand même. Hein. Et qu'en plus, les propriétaires existants, je pense que depuis le dernier programme, qui est en effet assez peu intéressant, finalement, avec les 1500 km, ça continue quand même, les conseils. Les gens continuent à faire essayer leur voiture. Oui, moi j'ai pas arrêté de mettre des gens au volant de la mienne juste parce qu'il y a plus. Non, ça m'intéresse pas, il n'y a plus de prendre de parrainage. Exactement. L'arrêt des parrainages dernièrement n'a pas changé fondamentalement l'état d'esprit des gens qui roulent en Tesla aujourd'hui et qui ont envie souvent de partager cette expérience avec leur entourage ou avec quelqu'un qui leur demande. Nombre de fois où dans la rue vous garez votre voiture et quelqu'un vient vous voir, vous avez une Tesla, comment ça se passe? On répond en général très, très, très gentiment aux questions. Et puis surtout, je suis persuadé qu'il y a une empreinte proche de 0 sur les ventes de Tesla. C'est-à-dire que ça ne... Voilà, là encore... D'ailleurs, tu le vois dans le marché de l'entreprise, c'est-à-dire que Tesla, aujourd'hui, tu te commandes une flotte de Model 3, la réduction, c'est 0. Là où Mercedes, Volkswagen, enfin moi j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec des loueurs, ils me disaient mais chez Mercedes on les a presque à 30-40% de réduction, donc tu vois la voiture fait un an de location et puis la revente derrière, c'est un vrai business. Avec Tesla ils peuvent pas faire ça, parce que Tesla vend tout ce qu'il produit au prix où ils souhaitent les vendre, donc peut-être que ça arrivera dans l'avenir, tu vois, peut-être ils seront un peu plus généreux quand il y aura un peu plus de concurrence, mais aujourd'hui ils n'ont aucun intérêt même à faire ça, quoi. Il y aura une deuxième édition du Tesla Owners Day. Oui, définitivement oui. Parce qu'il y a plus de 200 personnes qui sont venues là. Aujourd'hui, au total, en nombre de personnes sur site, on doit être aux alentours de 300. Et puis, en termes de nombre d'adhérents, vraiment, et de nombre de voitures, on doit être à 140, 150 voitures sur site. On a l'impression d'être dans un centre de livraison de Tesla, je vous le dis tout de suite. On a l'impression d'être à Villepinte. Le silence de cathédrale. Tu t'imagines si on avait fait la même chose avec des Porsche? On pourrait même pas faire le podcast. Avec le drag race à 200 mètres d'ici, là, ce serait « Excuse-moi, je ne t'entends pas, Didier ». Oui, c'est d'ailleurs c'est bluffant d'aller les voir faire du drag, parce que tu entends juste... Le bruit de l'asphalte. C'est ça. Et encore, justement, on reviendra au bruit de l'asphalte. Merci beaucoup, Cyril Touchet. C'était un plaisir. Merci encore pour l'invitation. Restez avec nous si vous voulez commenter l'actualité. Alors, il y en a une quand même qui pique un peu en ce moment. Ça ne vous a pas échappé. Si vous n'êtes pas abonné à une offre d'électricité au tarif réglementé, comme on dit, vous avez vu votre facture pousser très très fort vers le haut ces derniers jours, ces dernières semaines, tout simplement parce que les prix du marché de l'électricité ont explosé. Alors, il y a plusieurs acteurs chez qui ça a un impact certain. Il y en a un qui était ici aujourd'hui. Alors, malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous à cette heure-ci, donc on a enregistré l'interview. C'est Christophe Lefilibert. C'est lui qui est directeur marketing en France, et pas qu'en France d'ailleurs, de Barry Energy, cet opérateur qui vous vend l'électricité à son vrai prix. D'ordinaire, c'est une affaire. En ce moment, un peu moins. Écoutez. Bonjour Christophe Lefilibert. Bonjour Cédric. Vous êtes toujours directeur marketing de Barry Energy, pas que pour la France d'ailleurs. Barry Energy, c'est l'un de ces rares opérateurs qui ont tenté une aventure intéressante sur le papier. C'est celle de facturer l'électricité en gros au prix où vous la payez, en temps réel, c'est-à-dire avec un prix qui varie de jour en jour et même d'heure en heure. Alors, d'ordinaire, la variance du prix de l'électricité, ça allait... Allez, je schématise, parfois du simple au double, parfois du simple au triple dans la journée, mais ça permettait surtout de choper des tarifs extrêmement avantageux d'ordinaire dans les heures creuses, mais pas seulement. C'était en tout cas ça le principe, et puis avec un modèle économique où en gros vous rétribuiez sur l'abonnement. Est-ce que jusque-là j'ai bon? Tout bon. Seulement voilà, ça ne vous a pas échappé. Ces dernières semaines, les prix spot, comme on dit, d'électricité, même en France, ont explosé. Alors j'ai pas regardé parce qu'il se trouve que je suis abonné chez vous. Ça, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Mais on a atteint des prix du kilowattheure à quoi, 40, 50 centimes parfois. Oui.
Alors qu'il faut rappeler, pour les gens qui ne regardent jamais leur facture d'électricité, la normale est plus autour de allez quoi, on est entre le prix tarif bleu EDF, c'est aux alentours de 16 centimes si mes souvenirs sont bons, et ça peut aller jusqu'à 20 parfois, mais guère plus. Alors j'ai plein de questions. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Très bonne question, oui. On en parle au passé, mais on n'est pas mort. Mais on traverse cette tempête, on plie les voiles, et c'est vrai qu'en toute honnêteté, voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas encore découvert et qui aimeraient passer chez Barry, pour l'instant, on va leur dire, vous allez devoir attendre. Pour votre propre bien, on va vous conseiller d'attendre, parce que c'est juste du n'importe quoi, ces prix, c'est vrai. Alors pourquoi on en est là ? C'est une crise de l'énergie historique. C'est une sorte de crash 2008 version énergétique, Covid version énergétique, avec plusieurs facteurs qui vont dans le désordre des réserves hydrauliques dans la zone nordique, notamment la Norvège, qui est un gros réservoir d'hydroénergie, qui est au bas, très peu de vent par rapport à la moyenne, donc c'est la météo, hein. C'est là où on devient presque un peu comme le monde de l'agriculture, on est dépendant des conditions météorologiques, et des réserves en gaz un peu à la baisse, et surtout des Chinois et des Asiatiques qui ont acheté en avance à un bon prix parce que l'année dernière ils étaient un peu en retard. Bref, on se retrouve, et la reprise économique qui refait partir la demande d'énergie, et tout ça se combine et ça donne des prix qui s'envolent. Alors évidemment, c'est des choses qu'on regardait parfois, qu'on a vu arriver dans d'autres pays, mais qui ont un mix énergétique différent d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, on a vu des pays, on disait, regardez, voilà, tout à coup, ils deviennent largement dépendants du gaz russe, enfin bref, et puis de prix qui augmentent par ailleurs. Mais nous, on est dans un mix énergétique où schématiquement, 3/4 de notre énergie, elle est produite par des centrales nucléaires en France. Donc on a une maîtrise, j'ai envie de dire, de bout en bout de l'énergie, de la production jusqu'au point de livraison. Ok, il n'y a pas de vent, bon, soit, mais l'éolien, c'est quoi, 5%? Oui, mais c'est vrai que... Donc c'est pas un truc qui devrait faire quadrupler le prix du kilowattheure. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon, le TRV, il reste le TRV. Le TRV, EDF, pardon, le tarif régulé de vente de EDF, le tarif officiel, le tarif bleu. Le tarif réglementé, comme on dit. Voilà, le tarif réglementé, le bleu. Lui, il reste où il est, et EDF est là, du coup, la valeur refuge est indéniable. Mais je voudrais juste préciser que même sur le nucléaire, on est sur une période difficile parce qu'il y a eu, je pense, de la maintenance, et du coup, la productivité et l'efficacité du nucléaire est en dessous du niveau de ce qu'elle pourrait être. Donc même le nucléaire est affecté aussi, c'est pour ça aussi. Donc on est affecté quoi, par des opérations de maintenance, des choses qui ont été repoussées, je me souviens du fait de la pandémie, etc. D'accord, donc c'est un peu la perfect storm, comme on dit. Comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire que c'est plein de petites choses, ou de grosses d'ailleurs, mais qui se concentrent au même moment. Mais c'est vrai que pour vous, c'est absolument terrible parce qu'il n'y a plus de modèle économique à être abonné chez vous. Et si je le dis, c'est parce que c'est vous qui le dites. Moi, j'ai reçu un mail en tant qu'abonné avec un lien vers l'abonnement au tarif bleu d'EDF. Ouais. Pourquoi d'ailleurs vous faites ça ? Pourquoi vous décidez de le faire ? Parce qu'on veut protéger le consommateur. On est intimement convaincu qu'en protégeant le consommateur et ses intérêts, la personne comprendra et reviendra, on espère, quand les temps seront meilleurs, quand la crise sera terminée. Parce que le modèle spot est le modèle du futur, dicté par l'Union européenne, avec la volatilité associée aux ENR, énergie renouvelable. Oui, c'est-à-dire solaire, etc. On a le Fit for 55 en toile de fond, le nouveau package législatif européen. On veut atteindre 55% de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2030. Ça implique notamment l'électrification massive, donc plus d'énergie renouvelable, etc., etc. Ça veut dire que vous perdez une bataille, mais pas la guerre. Exactement, merci Cédric, je ne pourrais pas le dire mieux. Ça veut dire que dans quelques mois, vous allez renvoyer un mail à vos anciens abonnés en disant « Bon, maintenant, vous pouvez revenir ». Voilà, tout en respectant les règles du RGDP. Le RGPD, bien sûr. Mais en parallèle, au Danemark, on est moins touché. Les conditions du marché sont différentes. Et comme je vous en parlais aussi, on peut voir qu'aujourd'hui, la volatilité au Danemark, on est descendu sur les heures les moins chères. On peut descendre à l'équivalent de moins de 7 centimes d'euros pour la part énergie. Ce qui est arrivé fugitivement chez nous il y a moins de 2 semaines aussi. Voilà, c'est ça. Et après... Là, il fallait choper quand même le bon moment pour recharger sa voiture. C'est un peu ça, c'est un peu extrême en ce moment. Voilà. Alors qu'au Danemark, les consommateurs font face à peu près à une augmentation de 20-25% de leur facture. Mais bon, comme 42% des ménages sont maintenant sur un prix variable, on a vraiment adopté ce modèle bientôt à majorité. Tout le monde est un peu à la même enseigne et tout le monde navigue et tout le monde, du coup, est sobre.
et tout le monde fait la chasse aux heures les moins chères. Ouais. Bon, vous nous tiendrez au courant quand le marché reviendra à des conditions plus habituelles. Avec plaisir, et des innovations. Merci Christophe Lefilibert, à bientôt. Merci Cédric. Bon, ça fait un peu peur quand même, parce que la décision de passer à l'électrique, elle se base pas seulement sur la technologie, le confort et le reste. Il y a quand même aussi cet aspect du prix, c'est-à-dire que, vous savez, le côté, on passe à côté d'une station-service, on dit un 70, le samplon 98. Ça, c'était avant. Bon, ça veut pas dire que le plein de ma voiture aujourd'hui coûte aussi cher que si je mettais de l'essence dedans, mais est-ce que c'est vraiment un aspect de la décision des gens ? Oui, définitivement. Définitivement, je pense que pour la plupart, il y a des calculs qui se font par rapport à son kilométrage annuel qui permettent de dire, tiens, je peux me permettre de passer en Tesla alors qu'avant, je roulais en 308, par exemple. Aujourd'hui, passer en SR+, si on fait quelques calculs, on arrive vite à voir à quel kilométrage on équilibre finalement l'équation et qu'on arrive à un coût global de la voiture équivalent. Donc, les gens sont attentifs à ça. Ça a permis à beaucoup de passer sur Tesla, la SR+. Il y a eu beaucoup de gens comme ça. Et même moi, enfin, l'origine, il y a 4 ans et demi, j'ai pu passer de Passat à Tesla, Model S à l'époque, parce que je faisais 40 000 km par an et que là, l'équation était intéressante rapidement. Donc c'est un point important. Maintenant, l'impact, je crois que le calcul disait qu'il fallait que l'électricité soit multipliée par 4 ou 5 et à l'époque où la Model S était quand même beaucoup plus chère que son équivalent thermique. Aujourd'hui, par rapport à une Model 3, la Model 3 commence à avoir un tarif qui est très proche finalement de son équivalent thermique. Donc, ça y est, on sait que ces courbes-là vont se croiser. Donc voilà, je pense que donc les variations comme aujourd'hui malheureusement du tarif de l'électricité, et encore, si on est sur des opérateurs qui répercutent immédiatement ce genre de hausse, peut dégrader cette rentabilité, mais je pense que sur les années, dans tous les cas, ça va se rééquilibrer. On est dans une période un peu particulière. Je suis assez peu inquiet sur un impact négatif qui rendrait plus du tout rentable le passage électrique. On va y arriver dans tous les cas, comme vous dites, les courbes vont se croiser, évidemment. Alors je regarde Didier Pulicani qui nous regarde avec finalement assez peu d'empathie, disons-le, parce qu'en Suisse, le prix du kilowattheure, à plus de 50 centimes, on appelle ça le lundi, quoi. Mais en fait, c'est à géométrie variable ces prix. Mais même en France, parce que tu vois, là, on parle de Tesla, tu as les prix qui sont un petit peu encadrés, entre guillemets, par Tesla sur les chargeurs. Mais chez Ionity, tu arrives quand même à faire des charges avec certaines voitures qui te coûtent plus cher que le thermique au kilomètre, hein, quand tu n'as pas la bonne carte, le bon abonnement, etc. Et oui, moi, j'habite en Suisse depuis une dizaine d'années. Et en Suisse, l'électricité est déjà 2 fois plus chère que la France, de base. Et surtout, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, tu vois, j'ai voulu me faire installer une prise électrique. Là, j'ai demandé il y a quelques années. On me réclamait 4 500 € à peu près. Donc, tu vois, le temps que tu mets à rentabiliser ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas le droit à la prise comme on a en France, par exemple. Et puis, tu as les prix de l'électricité qui est quand même hyper bas en France, notamment grâce au nucléaire. La Suisse aussi a des coûts. Par exemple, tu vois, on prenait l'exemple des petites bornes de village en France. Quand tu te charges là, sur les petites bornes, tu as un bon abonnement, ChargePoint, ChargeMap, tu en as pour entre 3 et 8 € ta charge. Tu peux même charger ta Tesla toute la nuit. En Suisse, moi, j'ai payé plus de 60 centimes le kilowattheure sur des bornes lentes. Donc même tu vas au cinéma, tu vois, tu charges quoi, 20%, 30%, ça t'a coûté, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais 20 balles. Et c'est pas du tout rentable. Donc il y a aussi ce problème-là qui est aussi de où tu charges. Si tu charges chez toi avec ta petite prise, déjà tu t'en sors un peu mieux. Mais le réseau tiers va commencer à être très important pour tous les gens qui vivent en immeuble. Et ce problème, on va l'avoir aussi à Paris, dans tous les endroits où les gens n'ont pas forcément de box, de garage. Tous ceux qui sont dans la rue, ils sont quand même dépendants de ces bornes de ville qui sont pas nombreuses et dont les tarifs sont aussi très très fluctuants. Sont très fluctuants et d'ailleurs fluctuants selon la carte, l'abonnement, le forfait, le truc que vous utilisez. Moi j'essaie souvent de recharger quand je sais que je vais laisser ma voiture dans un parking quelques heures, ce genre de choses. Et alors c'est très surprenant, là j'ai fait, je suis forcé de vous déconseiller le parking Indigo de la place Vendôme à Paris. Alors c'est un très bon parking, mais j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait, je sais pas, 8 bornes, 10 bornes, 12 bornes, et j'ai branché et ça chargeait à 2 kW. Donc bon, en même temps ça m'a pas coûté cher de recharge, mais j'avais d'autres espoirs. Mais là aussi je pense que avec la croissance de tout le secteur et de la demande, etc., il va y avoir un peu un équilibrage de l'offre. Alors sur les tarifs on verra, mais au moins sur la qualité de service. Et peut-être sur des nouvelles solutions, je regardais des sujets comme le Smart Grid qui permet aussi de différencier finalement la consommation du kilowattheure du point d'accès. Oui. Et de pouvoir demain avoir peut-être sur chaque lampadaire un point d'accès
et de finalement louer l'accès à ce point d'accès, mais que le kilowatt sorte de notre compteur dans l'absolu. Et ça, c'est des modèles intéressants. C'est-à-dire qu'on loue le transport, la location du point d'accès, mais finalement le kilowatt est répercuté sur son abonnement par son opérateur. Donc c'est l'un des trucs les plus intelligents que j'ai vu récemment, mais je crois que c'est en Allemagne où justement ils veulent faire des petites bornes de recharge, pas forcément très puissantes, mais intégrées justement à l'éclairage public. Mais je me faisais quand même une remarque purement architecturale, c'est que chez eux, le lampadaire, il est au bord du trottoir. Il n'est pas en retrait contre le mur de l'immeuble. Donc si tu fais la même chose à Paris ou dans une grande ville, tout à coup tu vas avoir des câbles en travers du trottoir. Je pense que ça va pas être très populaire. Oui, tout à fait. Il va y avoir des chutes. Oui. Tu sais que moi je discute beaucoup avec des opérateurs, donc ils placent les bornes, etc. Et leur principal problème, c'est le foncier en fait. Même pour les bornes rapides, là il y a un gros opérateur qui se déploie en Suisse qui s'appelle, je sais plus, GoFast, quelque chose comme ça. Et il a énormément de mal à trouver des terrains. Et ce qu'il a trouvé à la fin, c'était les McDo, voilà, les parkings des McDo où finalement le foncier, il s'en fiche, tu vois, on leur met une borne rapide pour quasiment rien. Mais sinon, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que ça se déploie aussi pas vite sur les autoroutes. C'est que vraiment le foncier, c'est un gros problème. Et là, quand on voit dans les villages ou même en ville, il faudrait en fait, t'imagines le nombre de bornes qu'il faudrait si tous les gens étaient équipés, ce serait absolument affolant. Et il faut quand même équiper tout ça. Ça demande de la ressource. C'est pas rien du tout, quoi. Bien, merci beaucoup Cyril Touchet. Je vais vous faire laisser votre place, cher président. Avec plaisir, pas de problème, merci. À un autre de nos camarades qui, lui, vient de chez Michelin. Venez, soyez pas timide. C'est formidable parce que moi, c'est la première fois qu'on fait ça en public. Donc on a un public qui est très... C'est des gens bien élevés, pas un mot plus haut que l'autre, pas beaucoup de bruit, ils se manifestent peu, mais bon. Alors, on va se parler des pneus. Moi, je pensais que le pneu était une sorte de commodité. Alors, c'est un gros mot quand on a quelqu'un de Michelin face à soi. C'est un peu dire, ouais, c'est un peu tous pareil. Fabrice Leroyer, vous êtes responsable marketing chez Michelin, mais responsable marketing spécifiquement des produits de la gamme sport. Alors, c'est intéressant parce qu'on va se parler de c'est quoi la gamme sport, parce qu'il y a une définition technique. Et vous êtes venu ici, vous, avec un premier pneu pensé spécifiquement pour la voiture électrique. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que je me suis dit, c'est pas juste ce qui est marqué sur le côté, c'est pas juste du marketing. Un pneu pensé pour la voiture électrique, il est techniquement différent. Eh ben, tout à fait. Donc, effectivement, vous parliez de la gamme sport. Nous, on a un critère simple chez Michelin pour catégoriser les véhicules sport. C'est l'accélération entre 0 et 100 km/h. Et on considère qu'un véhicule qui rentre dans le domaine du sport a un niveau d'accélération inférieur à 7 secondes. Ah oui, c'est-à-dire que par exemple, toutes les Tesla vendues aujourd'hui rentrent dans la gamme sport. Exactement, rentrent dans la catégorie sport et on les équipe aujourd'hui avec des pneus de la gamme Pilot Sport chez Michelin. Ils se rendent compte, vos petits camarades qui s'occupent des autres gammes, que vous allez de manière mécanique leur manger tout leur business parce que en gros, une voiture électrique ne sait pas démarrer pas vite dans l'ensemble. Oui. Alors, on n'est pas les seuls à avoir identifié que l'électrification de masse allait arriver, et notamment dans le domaine du sport. Et Tesla est un acteur majeur aujourd'hui, parce que c'est les premiers à avoir compris, il y a déjà une dizaine d'années, à s'être engagés dans cette voie-là. Les autres constructeurs se sont engagés assez tardivement. Nous, on est partenaire de Tesla depuis l'origine. Puisqu'on a eu quasiment 100% de part de marché jusqu'il y a encore pas très longtemps, jusqu'au modèle 3 en gros, que ce soit en Europe ou que ce soit dans d'autres régions du globe. Et donc effectivement, les concurrents réagissent, on n'est pas les seuls à être sur ce marché-là. Et vous faites bien de dire que les véhicules électriques aujourd'hui n'ont rien à voir avec un véhicule thermique, puisque Attendez, mais comment ça n'a rien à voir? Ils ont 4 roues, un volant. Ils accélèrent, mais voilà. Ils accélèrent plus fort, ils seront surtout beaucoup plus lourds. On estime que, si on prend un raccourci, à ISO segment, un véhicule électrique va peser 20% plus lourd qu'un véhicule thermique. Du fait de la batterie. Du fait de la batterie. Et donc, du coup, ça, c'est pas sans impact pour les pneus, puisqu'ils vont devoir travailler avec une charge supérieure. Il va falloir la porter, cette charge. Donc, on est obligé d'ajuster effectivement les architectures de nos produits. Et pour autant, il y a d'autres caractéristiques qui sont nécessaires, comme la résistance au roulement de nos produits, qui a un impact direct sur l'autonomie des batteries.
on estime qu'à peu près 20% de la consommation d'énergie d'un véhicule vient du pneu aujourd'hui. Donc c'est pas rien. Enfin, c'est pas comme si on pouvait s'en passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Lui, c'est la partie de la voiture qui est en contact avec la route. Ce que vous me dites, c'est que selon la conception du pneu, on peut dépenser plus ou moins d'énergie ? Oui, complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, là, donc cette année, on sort le Pilot Sport EV, qui effectivement, j'y viens, a été homologué sur le modèle Y qu'on voit arriver en masse là, en ce moment via des productions chinoises. Sur ce produit-là, on a à peu près progressé de 20% en résistance au roulement par rapport à un pneu dans la même dimension dédié à un véhicule thermique. Donc c'est pas rien. Et c'est pas rien du tout. Non, c'est pas rien. Et c'est essentiel. Et pour autant, c'est pas les seules performances qui sont attendues par les personnes qui ont des véhicules électriques. Le fait que la masse de ce véhicule soit plus importante, on comprend bien que si on garde les mêmes pneus que pour un véhicule thermique, on va être sur du chewing-gum. Donc le comportement du véhicule sera pas du tout adapté. Et donc en ce sens-là, on a aussi rigidifié quand même fortement la bande de roulement et puis l'architecture pour avoir un niveau de comportement qui soit satisfaisant et avec des notions de sportivité comme peuvent l'attendre les gens de chez Tesla aujourd'hui. Donc en gros, moi on m'a dit il y a 2 matières différentes maintenant dans le pneu, entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, tout à fait. Alors sur Pilot Sport EV, donc on a développé une bande de roulement avec 2 types de matériaux. Le matériau qui est aux épaules n'est pas le même que le matériau qui est au centre. Le matériau aux épaules est plutôt dédié à la résistance au roulement, donc à l'efficacité énergétique du pneu. C'est ce qu'on appelle le Green Power Compound. Et puis le matériau au centre est plutôt dédié à l'adhérence et le comportement. Et donc en ce sens-là, permet d'avoir une tenue de route dans les virages optimale. Alors, dernière chose, peut-être pas dernière, mais troisième chose, qui se voit quand le pneu n'est pas monté, c'est qu'à l'intérieur du pneu, à l'intérieur, du côté de la bande de roulement justement, il y a une épaisseur de mousse. Oui, tout à fait. Donc c'est la technologie acoustique qui est là aussi très spécifique et bénéfique pour les véhicules électriques, parce que ces véhicules électriques qui sont silencieux par rapport à des véhicules thermiques. Donc le bruit de roulement du pneumatique apparaît de manière beaucoup plus importante qu'il apparaissait avant. Je prends souvent l'exemple d'un orchestre où finalement, quand on a un véhicule thermique, c'est comme si on avait une batterie et puis qu'on jouait de la flûte en même temps, et que finalement, quand on passe sur le véhicule électrique, on a supprimé la batterie. La flûte devient audible, et c'est ce qui se passe en fait avec le pneu. C'est vrai, c'est pénible de ne plus avoir ce moteur thermique qui au moins avait le mérite de vous cacher les bruits de la route. Oui, complètement. Donc il y a des solutions, et c'est la solution qu'on appelle de l'acoustique chez Michelin, qui est une mousse en polyuréthane qu'on colle à l'intérieur du pneu et qui va sur une bande de fréquence autour de 200 Hz filtrer les vibrations et permettra de réduire environ de 20% le bruit à l'intérieur de l'habitacle. Alors l'autre chose sur laquelle je voulais vous entendre, je le disais tout à l'heure avec le sourire, mais c'est vrai, faut toujours parler aux équipementiers, il faut toujours parler aux gens qui sont périphériques d'un marché quand on veut en avoir une idée précise. Là, en l'occurrence, vous avez une vue totalement exhaustive du marché du pneu sport en général, mais du coup de la voiture électrique en particulier. Et en papotant tout à l'heure, vous me disiez, il se passe des trucs incroyables en Chine. Moi, je voyais des nouvelles récentes. C'est-à-dire que de fait, il y a en Chine, je sais pas, le nombre de constructeurs de voitures électriques se chiffre en centaines presque. On voit des marques qu'on connaissait pour toute autre chose qui s'y mettent. Je sais pas, Xiaomi par exemple, qu'on connaît dans le smartphone et le high-tech en général, qui engage des centaines de personnes pour... c'est bien, vous secouez la tête, donc vous me confirmez des informations que je n'avais pas. Mais on a l'impression que tout le monde devient constructeur de voitures électriques, comme tout le monde devenait constructeur d'ordinateurs personnels dans les années 90. Oui, c'est vrai que ce qui est en train de se passer, notamment en Chine, c'est assez incroyable. Le marché est très poussé aussi par le gouvernement, les aides gouvernementales qui sont faites dans ce pays.
on voit arriver des nouveaux constructeurs type Human Horizon, type Evergrande, Xpeng, qui sont des constructeurs presque sortis de nulle part, en tout cas pour nous Européens. Donc il y a d'autres constructeurs qui arrivent aussi aux États-Unis, comme Lucid. On voit Volvo avec sa marque Polestar aussi, qui est en train de sortir toute une gamme complète de véhicules électriques. Et ça, en fait, c'est pas rien. On estime qu'à horizon 2025, à peu près, le marché du véhicule électrique dans le domaine du sport sera à peu près pour 40% en Chine. Donc c'est juste énorme par rapport au poids du marché du sport aujourd'hui. Et que ces acteurs, ils vont représenter à peu près, quand on les cumule tous, 17% du marché. Quand un Tesla, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, représente en 2021 à peu près 90% du marché du véhicule électrique, full électrique, j'entends, représentera plus que 30%, tout en maintenant une croissance, mais en rapport de poids sur le marché, représentera que 30% par rapport à aujourd'hui. Donc c'est juste considérable ce qui est en train de s'opérer à la fois en Chine et vis-à-vis de ces acteurs. Et c'est une révolution pour un équipementier pour vous, comme vous, parce qu'évidemment, vous partiez d'un marché où le nombre de vos interlocuteurs, j'ai pas envie de dire tenait sur les doigts des deux mains, mais un peu plus. Mais enfin, voilà, c'était un annuaire qui était assez vite terminé. Là, tout à coup, vous êtes forcé d'aller chercher du nouveau business. Oui. On est forcé, mais on a... c'est aussi une opportunité incroyable. Exactement. Et on a des équipes en Chine qui font un travail, pour le coup, formidable, qui nous aident à bien comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché. On a des équipes de développement en Chine qui développent spécifiquement pour ce marché-là. Oui, on se positionne aujourd'hui parce que c'est un marché innovant et que chez Michelin, l'innovation, ça fait partie de notre ADN. Et donc, on a envie d'être là, forcément. Bon, je garderai votre 06 parce que je pense que vous avez plein de choses à nous raconter, même une fois que l'enregistrement ne tournera plus. Merci infiniment, Fabrice Leroyer. On a appris plein de choses et surtout appris qu'une voiture électrique est finalement pas une voiture comme les autres, en tout cas pour ses pneus. Tout à fait, merci. On se parlait de recharge. Nous sommes rejoints par un autre acteur majeur de ce marché. Bonjour Johannes Baumer. Bonjour. Vous êtes le patron, le fondateur de ChargeMap, qui est peut-être le réseau, en tout cas virtuel, de recharge le plus connu du marché français. La carte ou l'application qu'on a le plus souvent, même si parfois d'ailleurs on l'utilise rarement, mais juste parce que c'est là et qu'on sait que peu ou prou ça va fonctionner sur toutes les bornes de recharge qu'on va trouver sur sa route. Aujourd'hui, il y a combien de personnes en France qui utilisent ChargeMap ? Alors en France, j'aurais du mal à donner le chiffre, mais on a à peu près aujourd'hui 850 000 membres inscrits sur l'application. Donc ça, c'est déjà finalement assez représentatif. Mais ça, c'est réparti dans toute l'Europe. Et puis on a aujourd'hui 120 000 porteurs du badge ChargeMap qui permettent aussi de payer sa recharge sur les bornes. Ah oui, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez l'augmentation du volume des recharges, du nombre de personnes qui chargent, du nombre de bornes disponibles aussi ? Ouais, très clairement. Et on a eu cet été un pic incroyable auquel limite on ne s'attendait pas. On n'était pas tout à fait préparé. Il y a eu vraiment beaucoup de recharges. Je pense que les gens ont eu envie de tester leur nouvelle voiture électrique qui avait été livrée sur des longs trajets. Et donc on a vu une augmentation spectaculaire du nombre de recharges, avec aussi les impacts que ça peut avoir sur une petite équipe comme nous. On est une trentaine de personnes et on a eu beaucoup de retours d'utilisateurs. En plus, on lançait une nouveauté majeure qui est notre planificateur d'itinéraire. Donc on a tous les retours en même temps. Et c'était un petit peu compliqué à gérer, mais il y a une vraie croissance du nombre de recharges et c'est spectaculaire. On se parlait tout à l'heure du prix de l'électricité qui a fait un bond chez nous. Est-ce que c'est quelque chose qui se voit déjà sur le prix, j'avais envie de dire, à la pompe ? Pour l'instant, nous, on le voit pas, on le remarque pas. Par contre, si c'est quelque chose qui est amené à durer, c'est évident que les opérateurs vont adapter en fait leur tarif de recharge pour trouver la rentabilité de leurs opérations. Donc pour l'instant, ça se sent pas et j'ai pas de message dans le sens d'une augmentation de tarifs à venir. C'est une vraie bonne nouvelle. Ça coûte combien ? Est-ce qu'il y a un problème de lisibilité des tarifs ? C'est-à-dire, en gros, je démarre un trajet et peu ou prou, je suis pas sûr exactement d'où je vais recharger, comment, et c'est un vrai problème de lisibilité. Ouais, la tarification, c'est vraiment un point très spécifique. Déjà, on a différents réseaux de recharge qui ont tous leur modèle de tarification spécifique.
Alors avec des choses au kilowattheure, à la minute, ou alors au kilowattheure et à la minute, ou avec différentes puissances. Moi je voyais chez Total ces bornes qui ont été mises en place où il faut faire un choix sur ce qu'on va utiliser parce qu'il y a des prises qui sont à je crois à 43 kilowatts et d'autres à 140, enfin bref, et on se dit oui mais combien ma voiture peut-elle accepter et combien peut-elle accepter à son niveau de charge actuel, enfin tout à coup ça devient des règles de 3 un peu compliquées, c'est-à-dire que là on comprend qu'évidemment, mettre le tuyau du super avant, c'était facile. Il fallait juste s'assurer de ne pas mettre du gazole à la place d'eux. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied au moment où le marché est en train de s'étendre ? Est-ce que on se souvient des débuts de Ionity où alors c'était une véritable opération commerciale, c'est-à-dire une charge c'est 8 €, cherchez pas. On peut pas s'attendre à avoir des tarifs forfaitaires comme ça jusqu'à la fin des temps, mais est-ce qu'il n'y a pas un effort de simplicité ou de simplification ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un marché qui est nouveau, et donc en fait les opérateurs expérimentent des modèles tarifaires pour trouver le meilleur. Mais ce qui est dommage, c'est que en fait ça se fait au détriment de l'utilisateur. Qui lui n'y comprend rien, c'est hyper difficile de savoir combien va coûter une charge avant. Et nous chez ChargeMap, c'est pour ça qu'on étudie la possibilité de mettre un simulateur pour calculer. Un simulateur. Simuler en fait une recharge, c'est-à-dire je vais recharger sur ce point de charge. C'est un modèle à l'énergie et au temps passé. Si je reste 3 heures, combien j'aurai récupéré d'énergie et combien ça m'aura coûté. Donc pour l'instant, c'est pas encore là, c'est un projet. D'accord. Mais ça devrait simplifier la vie des conducteurs. Bah oui, ne serait-ce qu'arriver à planifier un trajet et à se dire voilà combien ça va me coûter. Parce qu'on a tous eu des surprises à la recharge déjà, Didier. Mais oui, moi j'ai l'impression en fait que tu fais le boulot des constructeurs quelque part, puisque tu vois quand tu achètes une voiture, tu aimerais comme chez Tesla qu'on te fournisse la carte, le réseau de charge, le prix, la planification d'itinéraire. Elon Musk lui a tout compris. Tous les autres constructeurs auraient dû s'en inspirer, ils l'ont pas fait. Alors en plus, bien sûr, tu vas me dire, il y a tous les opérateurs de réseau qui sont plugués là-dessus. Et toi, tu essayes de faire la synthèse finalement entre tout ça. C'est quand même une tâche gargantuesque. On parlait d'une petite start-up, mais aujourd'hui, comment ça se fait que, je sais pas, Volkswagen n'ait pas mis 500 personnes sur ce projet-là ? Peut-être qu'ils les ont et qu'on ne sait pas. mais plus généralement, en fait, nous, on n'est pas vraiment parti de la problématique de l'utilisateur et on s'est dit qu'on va aider les gens à charger partout. C'est la mission qui fédère toutes les équipes. Effectivement, c'est une tâche immense. Tesla fait le planificateur d'itinéraire, par exemple, pour ses véhicules et pour ses bornes. Nous, on fait le planificateur pour tous les véhicules et toutes les bornes. Donc forcément, c'est une tâche assez complexe. Mais on se rend compte, et tout à l'heure, j'ai discuté avec pas mal d'utilisateurs, qu'on les aide, on a un vrai impact. Et voilà, ça c'est très positif. Maintenant, les constructeurs essayent tous d'aller prendre des briques à droite, à gauche. Et nous, on a essayé d'avoir une approche beaucoup plus intégrée. C'est-à-dire la technologie du planificateur, elle est en interne. Les datas, on les met à jour. On a une équipe qui les maintient en interne aussi. On le fait avec la communauté qui peut contribuer, laisser des commentaires ou des photos. Et on essaie d'agréger tout ça et de maîtriser toute la chaîne d'information, j'aime bien dire, de la recherche d'une borne jusqu'à la facture. Je dirais même que tu fais presque le SAV des bornes, parce que nous, avec Cédric, je pense qu'on sert un petit peu de la même chose. On sert de ChargeMap pour voir si les bornes fonctionnent. Voilà, si on a quelqu'un qui est passé il y a quelques jours qui nous a dit tout est bon chez Total, là tu peux y aller. Tu vois, Total, ils mettent des bornes partout, mais elles marchent quand même assez mal. Et j'étais assez surpris de ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça répond aussi à ce besoin-là, qui est que, contrairement à Tesla, qui a vraiment une notion de qualité de service assez élevée. T'as plein de bornes, même des fois très rapides, où moi je suis allé chez Total à Marseille, tu vois, dans leur nouvelle station là qui a ouvert il y a pas très longtemps, et puis la borne marchait pas évidemment, donc j'appelle l'opérateur, il me dit mais oui, alors on a quelqu'un qui passera peut-être la semaine prochaine. Donc on était moi j'imaginais la station-service, tu vois, où ta pompe à essence, toutes tes pompes à essence marchaient plus pendant 2 semaines. C'est inadmissible, c'est incompréhensible pour l'utilisateur. Mais on est obligé, d'avoir aujourd'hui de la communauté. Ça c'est quand même des choses. On espère que ça va disparaître, mais heureusement qu'il y a ChargeMap aujourd'hui pour ça, quoi. Mais tu crois pas si bien dire en fait quand tu dis qu'effectivement on fait le SAV, dans le sens où aujourd'hui on a même développé un petit outil qui est utilisé par Total d'ailleurs et d'autres opérateurs pour leur permettre en fait de récolter tous les commentaires qui sont laissés sur leur réseau de charge pour après pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à détecter eux à distance ou via le SAV. Et donc ils lisent aujourd'hui les commentaires laissés sur leur réseau et ils peuvent intervenir. Donc ça c'est un point important. Et puis pour la question de la maintenance, parfois il y a des difficultés autour de la disponibilité des pièces pour les bornes. Ça, je sais que c'est un point qui fait que les délais de réparation sont parfois un peu allongés.
Mais c'est fou. C'est-à-dire que non seulement vous avez une sorte de rôle de Google Maps de la recharge, et pour voir ce qui est disponible, et surtout qu'est-ce qui est là, c'est quelle puissance, c'est quel prix, c'est quel réseau, etc. Vous avez une sorte de mission de service public, vous le savez quand même dans l'ensemble. Ouais, on nous le dit souvent. Mais je savais pas qu'il y avait un souci sur la réparation des bornes. C'était pas... Ouais, en fait, c'est quelque chose qu'on a retrouvé par exemple sur certains réseaux qui ont été démontés où le fabricant a fait faillite et du coup il n'y a plus de pièces, où on a du mal à se fournir sur certains composants ou certains éléments, et qui fait que derrière, ou même simplement des problèmes de stock, il n'y a pas le stock de pièces, il faut attendre 1 mois avant de restocker et on ne peut pas réparer la borne. Donc tout ça aussi, c'est un travail à faire du côté des opérateurs, de s'assurer qu'ils ont le stock de pièces à proximité d'un réparateur qui est capable d'intervenir vite. Mais ça veut dire quand même qu'on est dans un marché où l'explosion du nombre de ventes va motiver aussi d'avoir des réseaux plus étendus et puis qui fonctionnent bêtement, quoi. Ouais, tout à fait. Là, les opérateurs, je pense qu'ils sont tous sur des problématiques de montée en charge pour pouvoir... Sans jeu de mots, oui. Voilà, sans jeu de mots, et pour pouvoir vraiment déployer des bornes un petit peu partout et assurer qu'elles fonctionnent. Et j'ai même entendu qu'il y avait un certain nombre de critères qui leur permettaient de savoir chez qui ils allaient envoyer les techniciens, sur quelles bornes, notamment les bornes les plus utilisées sont réparées en priorité. C'est intéressant que vous soyez ici dans un événement de possesseurs de Tesla, parce qu'on pourrait imaginer qu'ils aient juste pas besoin de vous. Aujourd'hui, très clairement, ils préfèrent, et ils ont raison, je suis propriétaire de Tesla aussi, ils préfèrent utiliser les superchargeurs. Ceci dit, il y a des moments dans la vie du conducteur où recharger dans le parking dans lequel on se stationne, c'est pratique, ça permet de gagner du temps plutôt que d'aller faire 30 minutes au superchargeur. Donc voilà, il y a des cas où le Charge Map Pass est pertinent, et voilà, c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Yann Nussbaumer, c'est passionnant, vous avez un chouette métier et puis vraiment utile là pour le coup en ce moment. Merci. À de plus en plus de gens. C'est la fin de cet épisode. Merci énormément Didier Pulicani d'avoir été avec nous au Débeauté. Mais avec plaisir Cédric, c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi, un professionnel. Bon, on reviendra au moins l'année prochaine pour la prochaine réunion du Tesla Owners Club de France, que je voulais remercier d'abord pour l'invitation, et puis parce qu'on a été vraiment remarquablement reçus. Quand on a dit ouais, on va faire l'émission et on va la faire ici et on va la faire en public, vous avez un endroit où tout s'est arrangé. Mention spéciale à Fabien Sturny pour tout son travail et son accueil. Voilà, c'en est terminé de cet épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné au doigt dans la prise, que vous l'écoutiez dans votre Tesla sur Spotify ou sur TuneIn d'ailleurs, je crois que c'est disponible aussi, ou ailleurs, abonnez-vous maintenant, faites-moi au moins ce plaisir. Je vous rappelle que ce podcast est gratuit et que donc à ce prix-là, vous en aurez toujours pour votre argent. On se retrouve pour le prochain épisode, mais cette fois de retour dans nos magnifiques studios de Heavyweight à Paris. Salut.